Pouvons-nous profiter d'une récession? Deuxième partie. Bonjour, chers traders. J'espère que la semaine a bien été. J'espère que ça a été profitable pour vous à plusieurs niveaux, tant au niveau financier qu'au niveau personnel, que vous avez évolué. On est rendu à la deuxième partie de ce sujet-là qui, je suis sûr, va vous intéresser. Moi, m'intéresse beaucoup. Là, on ne tarde pas. On ne va pas avoir une grosse introduction. On se lance tout de suite, comme dans toutes nos deuxièmes parties, direct dans le sujet. Toujours en compagnie de François. Toujours en feu, mon ami. Yes. Yes, sir. Là. Prêt pour la récession mondiale. La récession mondiale. Puis, tu sais, là, on dit profiter, mais profiter, là, parce que là, avant d'aller dans profiter, profiter, ça peut aussi vouloir dire se protéger. Tu sais, juste protéger son capital pendant... Tu sais, souvent, les gens veulent battre l'indice. On veut battre le S&P, tu sais, qui est la référence. Puis tu dis, dans le fond, si le S&P, cette année-là, a perdu 30%, puis moi, j'ai 0 de rendement, c'est déjà exceptionnel. C'est très bon. C'est déjà, wow, t'as bien fait tes devoirs, tout ça. Donc, ce qu'il faut faire avant de profiter, il faut se protéger. Puis pour se protéger, il y a plusieurs avenues possibles. Ça peut être, comme on disait, de garder une portion en cash, quand on disait dans l'autre épisode. Mais aussi, ça peut vouloir dire, il y a différents produits financiers qui sont là, qui nous permettent de protéger. Des fois, ça vient avec un coût, comme si on prend une option avec une prime d'assurance. Et aussi, quand on fait ça, ça peut aussi limiter nos profits si ça continue de monter. C'est comme si on va se hedger. Donc, si on se hedge avec d'autres produits, là, il y a différentes techniques. On ne rentrera pas ça là, aujourd'hui parce que ça peut être, on peut en parler pendant 4 heures et plus. Mais si on se hedge, s'hedger, par exemple, ça peut être aussi simple que de dire si j'ai acheté du dollar US, je vais vendre du dollar US, mais rester en position. Il y a des courtiers qui ne permettent pas ça, puis il y a des courtiers qui le permettent. Ou il y a des gens, ce qu'ils font, ils ont 2 courtiers, puis d'un côté, ils sont longs, de l'autre côté, ils sont short. Ça, c'est quand ils ont un doute. Moi, je crois, en tout cas, moi, je n'applique pas ça tant que ça comme approche. Je suis plus tendance à dire je vais rester cash parce que ça revient au même. En fait, même, c'est pas vrai que ça revient au même parce que si on hedge puis on élimine le profit, si ça monte, on fait 0, puis si ça descend, on fait 0. Si on le laisse cash dans notre compte chez Interactive Broker, on a 3,8 quelque chose % de rendement. Donc, si je me hedge puis je reste en position, je fais 0, sûr à 100%. Il y a des gens qui font ça, puis il y a des gens qui vont, sinon, penser en termes, là, vous ferez des recherches là-dessus, delta neutre. Neutraliser son delta de son portefeuille. Vous irez voir ça. Donc, on peut, avec certains produits, en prenant soit des options ou des choses comme ça, neutraliser, si on veut, le risque global de notre portefeuille. Ça, c'est vraiment... là, je vous lance ça, là, puis si vous ouvrez ça, vous cherchez ça dans Google, vous allez avoir un univers immense devant vous, là, mais c'est des choses qui peut le permettre. Il y a d'autres choses qu'on peut faire, puis là, Fuji va nous aider. On peut migrer nos positions vers d'autres secteurs. Tu sais, on peut rester engagé dans le marché, mais on peut dire, au lieu d'aller dans certains secteurs, on va aller dans des secteurs qu'on appelle défensifs. Il y a des ETF qui sont même nommés défensifs. Il y a des titres. Je vais en nommer quelques-uns. Puis après ça, François, j'aimerais ça que tu bonifies parce que tu es plus rodé que moi, mettons. Mais tout ce qui est vente au détail, les épiceries, on va manger pareil. Ça fait drôle à dire, mais l'alcool et le tabac, quand ça va mal, les gens boivent. Là, le tabac, c'est une addiction. Fait que j'imagine ils continuent de fumer, peu importe si ça coûte plus cher. L'éducation que j'ai vue. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre, François, pour... se protéger ou être plus défensif, si on veut, dans nos titres. Si on veut se protéger, c'est comme quand on va chercher des préservatifs à la pharmacie. Il y en a de toutes les grosseurs, il y en a de toutes les couleurs, il y a plein de choix. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger? Ça m'amène, excuse-moi François, mais ça m'amène une réflexion. Tu sais, à la pharmacie, tu as parlé des grandeurs. Tu sais, il y a des XL, il y a des grandeurs. Moi, j'ai jamais testé les plus petites, fait que je sais pas. Là. C'est une chose Moi, j'ai déjà testé des x3. OK. Mais pas avec les préservatifs. Là, je parle des x3 sur le marché boursier. Oui, les ETF. Arrête de penser croche, Patrick. Non, mais je voulais juste finir avec ton affaire de préservatifs. C'est que j'ai lu une plage, je sais pas, j'ai pas vérifié, mais que, mettons, les normales et les XL, ils ont la même grandeur. Juste en mettant le XL, les gars s'achètent le XL, fait qu'ils se sentent plus sudériles. Ah oui? Ça serait à vérifier, mais j'ai lu ça, puis je me dis, ça serait pas surprenant. Donc, là, on va revenir avec ton... On revient à le sujet, là. Focus.
Mais, 3, en fait. Oui. si on reste dans le Excel qui fait de l'effet, pas de l'effet, marché boursier, on peut y aller avec des ETF à effet de levier. Ouais, je suis tout déstabilisé. Avec des ETF inversés avec effet de levier x2, x3. Ça, c'est des vrais x2 puis c'est des vrais x3. Quand le Nasdaq, court terme, oui. Gars, c'est exemple. Non, sérieux, oui, focus. Sérieux. Si vous pensez que le Nasdaq, exemple, vous êtes beaucoup impliqué dans la technologie, donc le Nasdaq va beaucoup affecter votre portefeuille, une façon de se protéger à court terme, c'est pas, qu'est-ce que Patrick dit là, ou moi dit, c'est pas des recommandations, c'est juste des réflexions. Des réflexions. Des idées. Des idées. Puis, c'est ça. Donc, il y a des ETF inversés. x1, x2, x3. Bon, je vais te le dire. Si le Nasdaq monte de 1%, le ETF inversé x3, par exemple, il va chuter de 3%. Tu sais, il y en a beaucoup qui connaissent la vente à découvert, puis il y en a beaucoup aussi qui savent pas comment profiter de la baisse d'un marché, puis ils ne veulent pas faire de vente à découvert, ils ne veulent pas vendre leur titre. Mais il dit, Colin François, les marchés devraient chuter, ils vont chuter, comment je fais pour en profiter? Un ETF inversé, on l'achète. Fait qu'il n'y a pas d'histoire de vente, on l'achète. Un ETF inversé, si on parle de x1, ça fait x1 le rendement inversé du Nasdaq. Si c'est x2, ça fait 2 fois le rendement inversé du Nasdaq. Puis le plus populaire, c'est le x3. Donc, si le Nasdaq chute de 2%, le ETF inversé devrait monter de 2% x3, devrait monter de 6%. Donc, c'est une belle façon de se protéger de la chute des marchés. Même d'en profiter, tu es déjà d'en profiter parce que tu fais x3 ton... Ben oui, c'est ça. Perte de l'autre bord. Là, c'est ça. En plus d'en profiter, tu fais x3. Là. Exact. Si tu veux juste te hedger normalement, tu prends le x1. Ouais. Mais bref, c'est une façon quand même relativement simple. On achète un produit. Ça s'appelle un FNB, ETF en anglais, mais on achète un produit, un ETF inversé. Là, des ETF inversés, je reviens à mon histoire de préservatif, il y en a plein. Des ETF inversés, là, il y en a sur le Nasdaq, il y en a sur le S&P, il y en a sur le TSX, le marché du Canada. Des ETF inversés, là, tapez ça dans Google, ETF inversés sur indice. Il y en a plein. Il y en a sur Dow Jones, il y en a sur le Russell. Puis même sur les sous-groupes du S&P, là, les secteurs finances, tu peux... oui. Fait que là, ce que tu dis, c'est exactement ça, ce qu'on appelait le delta neutre, là, de dire si tu es 100% sur le Nasdaq. Puis là, tu vas prendre ton ETF inversé, là, tu viens d'être hedgé. Donc, temporairement, tu ne fais plus d'argent, tu n'en perds plus. Mais si pendant ce temps-là, le scénario qu'on va voir, le marché baisse de 30%, bien là, quand il a baissé de 30%, tu peux en revendre de ton ETF. Puis là, tu attends après ça avec ton portefeuille que ça remonte. Donc, tu n'as rien perdu pendant la descente. Puis là, comme si tu avais un méga rabais là, sur tes positions, mais sans être obligé de le faire sur chaque position, juste avec un produit. Fait que c'est assez simple, en fait, à faire là. Oui. Puis Patrick, il parlait de quand tu es exposé au Nasdaq, si vous avez des titres de qualité dans le Nasdaq, ça se peut qu'eux autres ne tombent pas de 30%. Si le Nasdaq tombe, parce que c'est ça. Si le Nasdaq chute de 30%, parce que ça, c'est l'indice. Si vous êtes 100% investi juste dans l'indice, ben oui, le ETF x1, il va monter de 30% automatiquement. Inversé. Ouais, votre portefeuille, à vous, ça se peut qu'il ne tombe pas de 30%, parce que si vous avez des actions, ça se peut qu'il ne tombe pas de 30%. Mais bref, c'est une belle alternative, c'est une belle solution. Encore là, ce n'est pas des recommandations. Allez lire là-dessus, ETF inversé. OK, une autre affaire que moi, je voulais mettre de l'avant, c'est encore avec Ray Dalio. C'est là, ceux qui nous suivent, vous vous rendez compte que c'est un de mes idoles. Là. Genre, je le cite souvent, puis je le suis, puis j'écoute, c'est un être de sagesse. Puis lui, il y a une vidéo, je vais mettre le lien aussi dans la description, qui appelle le Holy Grail. Parce que tout le monde cherche le Saint Graal boursier. Tu dis, c'est quoi le secret, tu sais? Puis lui, il a fait ça, sa petite vidéo, là, il est sur un flip chart, là, avec un crayon feutre, là, même pas de PowerPoint, là, il a juste comme, d'après moi, il a fait ça d'un après-midi, il expliquait ça. Mais c'est génial, puis la chose que je retiens, qui m'habite, c'est qu'on se doit d'avoir une non-corrélation entre nos investissements et nos produits. Puis si on fait ça, lui, il parle de 15 à 20 produits non corrélés. Donc, une corrélation, c'est que les produits ont tendance à aller dans le même sens
Donne des exemples concrets, sinon je peux... Ben, mettons, qu'est-ce que j'avais, moi, matin, là, AUD, là, c'était dans le Forex, là. Mettons, CAD yen japonais, CAD JPY, puis AUD, USD, ça fait drôle à dire, mais ils sont corrélés en ce moment. Bon, ce qui veut dire qu'en Forex, si je prends une position sur chaque, ben, je viens de doubler mon risque. Donc, les produits, ça fait la même chose à la bourse. Il y a des outils pour ça. Moi, j'ai dans mon checklist, là, j'ai tout le temps, est-ce que dans le portfolio que j'ai en ce moment, est-ce qu'il rentre ou est-ce qu'il est corrélé ou non corrélé? J'avais le marché, est-ce que je veux juste te couper 2 secondes? Oui, vas-y. Pour nos auditeurs, mettons le Forex, c'est plus exotique, mais sur le marché des actions, exemple, si vous possédez du Apple, vous possédez du Facebook, vous possédez Meta aujourd'hui, vous possédez du Tesla, du NVIDIA, et que vous êtes 100% de technologie. Exact, si vous n'êtes pas vraiment diversifié, tout est corrélé. Bref. C'est ça. Moi, j'avais l'autre exemple, mettons, l'uranium, le URNM, URA aussi. Il y en a un qui c'est l'uranium, l'autre, c'était des ETF, l'autre, c'est des minières. À un moment donné, j'analysais les deux, puis tu te dis, OK, dans le fond, c'est la même critique d'affaires. Il faut que j'en choisisse un. Puis après ça, tu peux choisir celui qui te semble le meilleur, mais faire attention à ça. Donc, vous devriez vérifier ça. Si vous n'avez pas d'outils, trouvez-en un pour être capable facilement, avant de faire, appuyer sur le bouton, de valider ça. Parce que ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie de ne pas respecter ça, de l'oublier, de me retrouver avec 2 positions qui vont dans le même sens, même si je ne veux pas ça. Puis ça, c'est moins le fun, c'est plus stressant. Tu sais, on ne cherche pas ça. Donc, en étant non corrélé, on se protège aussi, parce que si le marché chute, puis tu as des produits, puis ça, tu en parlais tantôt, tu dis c'est pas tous les titres du Nasdaq qui baissent en même temps, mais ils ont tendance à. Donc, regardez ça, puis écoutez-la, la petite vidéo, elle dure, je me souviens plus, 6 minutes, là, puis c'est vraiment révélateur, puis Ray Dalio, personne ne peut dire quoi que ce soit contre cet homme-là. C'est vraiment un bon humain. Donc, après ça, ben, l'autre idée, ben, c'était d'utiliser des options. Tu sais, des fois, tu dis, j'ai un billet de loto si ça monte, mais on peut avoir un billet de loto si ça tombe aussi, tu sais. Puis l'option, tu sais, on peut se protéger avec ça. Si on se protège avec ça, ça vient avec un coût. Si on prend, on achète une option pour se protéger, là, on achète, mettons, un put, une option de vente. Supposons qu'on est à 100$, on en achète une à 85$, bien, ça va limiter notre perte à 15$, plus le coût de l'option. Ça, c'est une façon de se protéger qui est très, très simple, mais c'est comme une prime d'assurance qu'on paye. Fait que ça, c'est à vous de voir, puis dans combien de temps vous la laissez ouverte aussi. Tu sais, si tu prends une option de 2 semaines, pas tellement rapport, tu sais, c'est plus comme sur le long terme, il faut le voir. Puis là, je voulais s'en aller tranquillement vers en profiter. Là, j'avais une note sur Mark Cuban. Lui, avec les options, il a fait une passe incroyable. Là. Tu sais, je ne sais pas si vous connaissez son histoire, mais lui, il a vendu Broadcast.com, qui était un truc de statistiques de sport. Il a vendu ça à Yahoo. Je ne me souviens plus des chiffres, là, mais il a vendu ça à Yahoo juste contre des stocks de Yahoo. Fait que là, lui, il a comme... il voulait se protéger, dire, il sent probablement, il était dans la technologie, il l'a vu venir. Sûrement que les joueurs l'ont vu venir, là, cette affaire-là. Là. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est acheté un put plus bas, puis il s'est acheté un put plus bas, puis il a vendu un call plus haut. On appelle ça un collar, là, en anglais. Là. Ce qui fait que sa protection, il a coûté 0. Son call qu'il a vendu a couvert le coût de son put. Là, on parle de plusieurs milliards. Là, c'est comme il a fallu que tu ne fais pas ça en pesant sur Python. Tu as un meeting avec ton broker, puis il te serve un café. T'es un autre coche. Puis là, qu'est-ce que ça a fait? Là? Puis là, j'ai oublié certains détails, mais Yahoo a chuté là, drastiquement. Ouais, puis après ça, il a remonté rapidement. Fait que lui, il a fait une passe, là, il a fait 14 milliards, je pense, avec ça. Là, quelque chose du genre. Là. De mémoire, Yahoo, il n'avait pas vendu ça, genre, où il avait vendu dans le top quand ça valait 200$ ou 200 millions qu'il a vendu. Après, mais comme tu dis, après ça, ça s'est effondré. Tu sais, sur le coup, il avait l'air d'un génie. Mais pour faire du pouce à ce que tu dis, des assurances long terme, là, tu parles de stratégie d'option, vendre un call, acheter un put, mais pour ceux qui nous écoutent, s'ils connaissent un peu les options, il y a des options long terme. Tu sais, mettons, on parle de récession, on parle de crash, on ne sait pas quand ça va arriver. Ouais. Bon, mais mettons...
des leaps, LPS. Ça, c'est des options long terme. C'est des options sur 2 ans. Ça coûte un petit peu plus cher, mais c'est comme s'acheter une police d'assurance. Donc, si tu penses qu'il va y avoir une récession ou un crash, mais je ne sais pas quand, on va dire en dedans de 2 ans, on peut acheter une option de vente, un put, puis ça s'appelle un leap sur 2 ans. Donc, en dedans de 2 ans, s'il y a un crash, ben, ton portefeuille il va chuter, mais ton option va prendre de la valeur. Exact. Moins de la prime que tu as payée pour cette assurance-là. Mais bref, c'est une belle façon, ça aussi, parce que là, tu parlais d'options, c'est une belle façon de se protéger simplement. Oui. Ça, c'est dans l'achat, là. Ça vient qu'un coup. Puis moi, même quelqu'un qui n'aurait pas le titre, il pourrait décider qu'il fait ça parce qu'au lieu d'acheter le titre, il achète l'option, il achète un put, mettons, au marché. Dans 6 mois, le marché, il fait le fameux 30%, lui, il est heureux, tu sais, il vient de faire... Là, il va se positionner avec ça. Donc, oui, c'est des options. C'est des options, mais encore là, qu'est-ce qu'on parle, Patrick et moi, c'est pas des recommandations d'achat. C'est ça. Puis pour revenir aux options, peu importe que ce soit des options d'achat ou de vente, c'est comme s'acheter une assurance, ça. Exact. Puis avec une échéance, donc un lease, mettons, c'est sur 2 ans. Si on arrive à échéance puis il ne s'est rien passé, ben vous perdez le prix que vous avez payé pour l'option. Ça peut être quand même une perte considérable, là. Donc, c'est ça. Avant de se lancer dans le marché des options, aller lire là-dessus, là, mais c'est une belle façon quand même de se protéger en cas de chute. C'est plus avancé, puis comme tu l'as dit, allez lire, puis formez-vous, puis prenez le temps, parce qu'il y a tout un vocabulaire, il y a tout un monde, puis on peut se mêler là-dedans. Là. Donc, soyez vraiment prudents, mais c'est ça qui est possible de faire. Là. Donc, l'autre affaire que je voulais nommer, puis là, c'était comme l'exemple d'Anthony un peu plus tôt, mais toi, tu en parles souvent, le fameux DCA, quand ça baisse. Fait que j'aimerais ça que tu développes un petit peu là-dessus là, pour... Oui. Le DCA, écoute, ça, il y a 2 pensées, puis je vais vous dire, c'est quand je pense que c'est bon de l'appliquer, puis des fois, c'est moins bon. DCA, c'est Dollar Cost Averaging en anglais. C'est moyenné à la baisse. Le DCA, c'est une des, je sais pas, les 6, 7, 8 merveilles du monde, moi, je trouve, là. Le DCA, exemple, si vous avez 1200 $ à investir par année dans le REER CELI, puis le 1er janvier, ben moi, je mets 1200 $. Qu'est-ce qui arrive si en février, c'est la fameuse récession, puis où le marché chute de 20 10%, bien là, vous avez investi en partant 1200 $, puis tout au courant de l'année, vous espérez que le marché remonte. Et le DCA, c'est moyenné à la baisse, plusieurs façons, mais si on y va simplement, mettons, il y a 12 mois dans l'année, une fois par mois. Une fois par mois, vous mettez le montant que vous voulez investir, vous divisez par 12. Fait que pour faire des chiffrons, ceux qui veulent, exemple, mettre 1200 $ de côté par année, bien, vous mettez 100 $ par mois dans le produit que vous voulez investir, le S&P 500 ou un titre, peu importe. Donc, si en janvier, le marché est très haut, vous avez mis 100 $. Si au mois de février, le marché chute, bien, vous mettez un autre 100 $, ça fait une moyenne. Puis si au mois de mars, le marché chute encore, bien, vous mettez un autre 100 $. Puis après ça, en avril, le marché remonte, vous achetez un autre 100 $. Fait que ça fait comme une belle moyenne. Sinon, à l'opposé de ça, il y en a beaucoup qui vont parler le lump sum. Ça veut dire on met tout d'un coup. Il y en a beaucoup qui vont dire moi, quand j'investis en bourse, c'est prouvé sur le long terme, c'est mieux de tout mettre d'un coup, genre le 1er janvier. Ou peu importe, le 1er février ou le 1er mars. Moi, encore là, j'ai un bémol là-dessus. Si je peux vous donner un petit truc, peu importe, que ce soit le 1er janvier, le 1er mars, là, peu importe la date où vous voulez commencer à investir, si le S&P 500 ou le Nasdaq ou Toronto, c'est up 20%, est-ce que c'est intéressant de mettre ça le jour 1 quand les marchés sont up 20%? Moi, c'est un haut historique en plus. C'est ça. Moi, non. On aime mieux acheter à rabais. Donc, si un jour le S&P ou le Nasdaq il est flat ou moins 5, moins 10%, mettre tout d'un coup, peut-être, parce qu'on sait que le S&P, en moyenne, là, je parle en moyenne, il rapporte 10% par année. Fait que si le jour 1, vous décidez d'investir, puis ça donne que les marchés sont moins 10%, mais là, peut-être mettre d'un coup, on ne se casse pas la tête pour mettre tout d'un coup, puis on n'a pas besoin de faire du DCA par mois, parce qu'on sait qu'en théorie, on devrait finir l'année positif ou peut-être flat. C'est peut-être intéressant. Mais vous mettez la moitié, puis après ça, tu dis le reste, je vais le faire comme ça. La moitié, pas noir puis après ça, on fait un DCA. C'est ça. Fait que si les marchés sont fortement à la hausse, bien, moi, personnellement, je préfère du DCA. Mais si en janvier, on est en récession, puis le marché il est down 30%,
ben, ça se peut que le 1er janvier, je mette tout d'un coup, j'en garde une partie, puis après ça, je fais du DCA. Ouais. Tu sais, c'est quoi à moins 30 %? On va essayer d'aller chercher d'autres à moins 35, moins 40. Tu sais, moins 30, on s'entend que peut-être c'est proche du bas. Moins 10, c'est peut-être moins proche du bas. Fait que bref, peut-être faire un mix des deux, dépendamment si la journée que vous allez vouloir investir, si les marchés sont fortement à la hausse ou fortement à la baisse. Ouais. Encore là, c'est pas des... J'en dis beaucoup des recommandations. Je dis beaucoup que c'est pas des recommandations C'est des d'achat. techniques qui existent. C'est des techniques étrangères que moi j'applique. Après ça, libre à vous d'y aller avec celle qui convient le mieux à votre profil d'investisseur. Mais bref, le DCA, c'est très bien. Ouais, ce que j'aime de cette approche-là, dans sa façon où tu nous le décris, c'est que, tu sais, comme trader, souvent on attend le pullback. Puis moi, combien de fois le marché est parti sans moi? On attend le pullback, le marché continue. Tu dis, ben, je l'ai manqué. Tu sais, je l'ai manqué ça, mettons, dans le trading, là. Puis ça fait mal, ça, quand ça fait ça. Tu sais, c'est pas le fun. Mais là, en faisant le DCA, un des avantages que je vois, ben, s'il part, le marché, tu as déjà mis de l'argent. Tu pars avec, tu sais. Ben, c'est ça. Juste pas là. En faisant du DCA, mettons, tu as mis 50 % de ton portefeuille, puis après 6 mois, si le marché explose, OK, t'étais pas 100 %, mais c'est pas grave. T'étais là. T'essayes pas de parler le marché, t'étais là. Puis, exact. Allez sur le site destrading.net, là, dans la section blog, tapez DCA. J'ai fait 2-3 articles là-dessus. Là, c'est super intéressant. Je vais me le marquer, puis je vais essayer de trouver les liens, les ajouter pour les gens. OK, ensuite de ça, ben, un des derniers, ben, on en a parlé un peu, mais tu le transiges, tu en fais de plus en plus, ben, tu en as fait plein, mais tu as même une démarche publique là, au niveau de shorter, là, de vente à découvert. Ça devient une autre dynamique. Quand là, on parle, mettons qu'on est en récession puis les marchés sont baissiers, là, c'est officiel. Il y a plein de titres, moi, que j'appelle poubelles, qu'eux autres, ça va donner intéressant de les regarder pour voir si on peut les shorter. Là. Mais ça, c'est un art. Hein? Ça, c'est vraiment... ça demande du temps, puis tu sais, pas juste te lancer là-dedans aveuglément. Là. Ben, vous allez le voir, là, exemple, quand il y a eu l'effondrement des marchés cannabis, je dis pas que c'est pas des... Ben oui, je le dis, c'est pas nécessairement des titres de qualité. La plupart des compagnies cannabis ne faisaient pas d'argent. Ouais. Quand il y a eu un mini-crash, les titres de cannabis et toutes, même les titres de qualité ont chuté. Mais exemple, on parle de 2020, tous les titres ont chuté. Mais tu sais, aujourd'hui, en 2024, là, tous les titres de qualité ont remonté puis sont rendus beaucoup supérieurs de où ce qui était avant. Ouais. Puis les titres de pas de qualité, exemple, le secteur cannabis, mais ils sont encore à terre. Là. Fait que les ventes à découvert, on ne fait pas pour de l'intraday, du scalping, de l'intraday, les titres de qualité, on peut faire ça, mais très court terme. Mais pour le plus long terme, ceux qui nous écoutent, s'ils veulent faire de la vente à découvert, bien, peut-être y aller avec des titres qui sont pas nécessairement de la qualité, des titres qui sont pas profitables, qui n'ont pas de revenus, ou des titres qui ont des PE ratios extrêmes. Là. Un PE ratio, c'est ça qui détermine en partie, là, c'est un des ratios parmi tant d'autres, qui détermine si une action est chère. Fait que plus que le PE ratio est élevé, plus la compagnie est dispendieuse. Donc, tu sais, si vous voulez aller faire vraiment de la vente à découvert sur des titres de qualité, bien, peut-être prendre des compagnies qui sont vraiment surachetées, surévaluées. Donc, eux autres, ils risquent de chuter plus fortement que les autres. Oui. Mais comme je le répète encore, c'est un art. Oui. C'est pas tous les courtiers. Il y a des courtiers qui vont te mettre des bâtons dans les roues. Mais tu sais, si ça vous intéresse, mais comme tu l'as dit, c'est à court terme, on ne va pas se positionner là. Puis ça vient avec un coût. Hein, le courtier nous charge de l'intérêt. Là, oui, ça prend un compte sur marge, ça prend de l'expérience. Faire de la vente à découvert, c'est pas pour tout le monde. C'est ça, tu laisses trop parquer là. Ça passe vite. L'épisode, on est déjà rendu à la conclusion. J'espère que ça vous inspire. Ça... Hey, Patrick. Il reste de quoi? Faut que je demande aux gens de s'abonner. C'est ça? Non. Saisonnalité. Abonnez-vous. Oui. Quoi? Non, les saisonnalités. Ah oui, les saisonnalités. Oui, c'est le point qui restait. Je l'ai manqué. On aime ça, les saisonnalités. Veux-tu en parler? Ben, c'est que dans le fond, là, ce que je trouve intéressant, quand tu es dans un marché haussier, pour mettre les chances dans notre bord, les saisonnalités, parce qu'il y a un épisode au complet là-dessus, là, vous aurez l'écouter, là, si vous voulez les comprendre. Les saisonnalités, c'est que dans le fond, il y a des patterns naturels qui reviennent année après année. C'est souvent des patterns en daily. Là, il y en a du intraday, mais souvent, on regarde plus, nous, le daily, puis il nous permet de voir que dans les 25 dernières années, un titre, entre telle date et telle date, a monté 88% du temps. Donc là, en analysant ça, puis en regardant le contexte actuel, puis si on se positionne, on met une chance de plus de notre côté. Si le marché est baissier, bien, qu'est-ce qu'on va se mettre à magasiner? Bien, c'est des saisonnalités baissières. Exactement. Pour mettre les chances. Et voilà.
C'est ça. Donc, là-dessus, écoutez l'épisode si vous voulez l'apprendre. Puis sinon, suivez Fuji sur le club des initiés ou dans le groupe des trading. Même sur le groupe, là, on en parle beaucoup. Les saisonnalités, là. C'est ça. Si vous tapez ça, vous allez avoir plein de stocks. Là, puis tu avais une vidéo de quasiment 40 minutes là, où tu l'expliques aussi. Donc, si ça vous intéresse, allez sur le groupe, écoutez l'épisode sur les saisonnalités. Puis là, vous allez voir que c'est un univers qui s'ouvre à vous. Puis là, on va pas trop là parce que ça va nous exciter puis ça va durer 1 heure. Parce qu'on vous allez le voir quand vous allez écouter l'épisode. On tombait tous fébriles, là. Mais effectivement, c'est un plus encore pour mettre les chances dans notre barre. Mais moi, j'aimais beaucoup, puis je retiens ça. Fuji dit, quand ça monte, puis on cherche des saisonnalités baissières, on diminue nos odds. Quand ça baisse, on reste dans la tendance, c'est notre ami. C'est ça, dans le fond. The trend is your friend. C'est ça. La tendance est notre ami. Alors, sur ce, conclusion, personne ne sait quand le marché va baisser ou quand le marché baissier ou la récession. Là, on a spéculé là, pendant les épisodes avec vous. C'est des opinions. Tout le monde a le droit à mon opinion, ça c'est clair, mais ayez la vôtre, puis prenez pas ça comme on disait des conseils, mais personne ne sait, mais c'est une chose qui est sûre. On est mieux de se préparer parce que ça va arriver. C'est pas si ça arrive, c'est quand ça va arriver, parce que historiquement, c'est toujours arrivé. On a beau être positif, on est mieux de se préparer, puis quand ça arrive, au lieu de réagir et de pleurer, on va pouvoir être heureux puis en profiter. Je vois François qui a envie de dire un dernier mot, à moins que je me trompe. Moi, j'ai le mot saisonnalité, fait que... ça reste là, hein? Ça spin, oui, il faut arrêter. OK, donc la maxime, on finit avec ça. Celui qui sait profiter des baisses de marché vivra l'abondance en tout temps. Sur ce, bon trading, les amis, amusez-vous bien.